Bonsoir à toutes et à tous et merci de participer si nombreux à cet e-apéro organisé par la Société de médecine dentaire. J'en profite pour remercier tout le staff et le bureau de la Société de médecine dentaire pour le travail extraordinaire qu'ils font pour gérer cette crise. Ils ne ménagent pas leurs efforts et n'hésitent pas à retourner ciel et terre pour représenter et défendre au mieux notre profession dentaire auprès des autorités politiques et sanitaires. Un merci particulier à la commission scientifique de la Société de médecine dentaire qui gère ces e-apéros hebdomadaires avec beaucoup de convivialité et de professionnalisme. Voici le programme et le contenu de ces prochains e-apéros. Merci au triumvirat constitué par Olivier Dumortier, Pierre Delmel et Marc Nacquart pour m'avoir invité. Je voudrais aussi remercier nos deux partenaires pour ce soir qui sont Herbolistique et La Royale. Je voudrais aussi préciser que j'ai proposé ces deux partenaires pour deux raisons principales. D'abord, ce sont des laboratoires qui ont une dimension familiale, éthique et humaine. Ils sont basés en France, en Belgique et au Luxembourg. Et ensuite, ils ont une priorité absolue, c'est la recherche de la qualité de leurs produits. Petite précision importante, vous ne trouverez pas les remèdes de ces deux laboratoires dans les pharmacies. Il vaut mieux les commander directement chez eux en utilisant les bons de commande qu'ils pourront vous communiquer. Voici leurs références et leurs adresses. Je voudrais préciser que j'ai un recul de plusieurs années avec eux et je peux vous garantir le sérieux et la qualité irréprochable de leurs produits. Je voudrais aussi préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Ces deux partenaires participent dans les frais de fonctionnement de la Société de médecine dentaire. Je n'ai reçu aucun avantage financier de leur part. Et personnellement, je fais cette conférence en toute liberté et bénévolement. Au menu de cette conférence, je vais bien sûr évoquer avec vous les principaux nutriments qui peuvent nous aider à booster notre immunité. Mais avant tout, je voudrais faire un avertissement. Même si je vais évoquer avec vous le Covid-19, il ne sera pas question ici de donner des traitements médicaux contre le Covid-19. Nous n'avons pas le droit ni la compétence pour le faire. L'objectif ici sera de vous donner des conseils pour optimiser au mieux notre système immunitaire pendant et après le confinement. Alors le système immunitaire, c'est ce qui nous permet de faire face aux agressions permanentes de notre environnement. Comment fonctionne notre immunité? Bien, une maladie infectieuse se développe quand un ou des microbes envahissent l'organisme et profitent d'un terrain déséquilibré et favorable pour s'installer et se développer en l'absence d'une réponse de défense immunitaire qui est insuffisante et adéquate. Je parlerai de l'intérêt de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc, des oméga 3 et des probiotiques. Comme vous le savez, on n'est pas tous égaux sur le plan immunitaire. En biologie, l'immunité est avant tout un état d'équilibre. Antoine Béchamp, qui était un contemporain de Pasteur, disait déjà le microbe n'est rien, le terrain est tout. La notion de terrain est fondamentale en infectiologie et en micronutrition. Et le maintien d'une bonne immunité et d'une hygiène de vie appropriée constitue une base essentielle de la lutte contre les infections. Mieux vaut prévenir que guérir. Beaucoup de facteurs interviennent sur notre fonction immunitaire. L'âge et la génétique interviennent, mais aussi et surtout l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement et l'hygiène de vie, qui jouent un rôle bien plus important. On pourra par exemple gérer le stress via la méditation et aussi l'auto-hypnose, à laquelle notre collègue Kenton Kaiser nous a initiés la semaine dernière. C'est aussi essentiel d'avoir un sommeil récupérateur, l'exercice physique modéré, éviter le tabagisme, etc. Adopter une alimentation saine, la plus biologique et vivante possible, tout en évitant le fast-food et les sucreries. Aujourd'hui, je parlerai surtout de l'impact majeur des déficiences et carences nutritionnelles sur notre immunité. Car bien souvent, notre corps a besoin d'un coup de pouce, et il sera tout à fait opportun d'avoir recours à diverses supplémentations naturelles, contenant des vitamines, des minéraux ou des extraits de plantes. Ceux-ci vont nous permettre de renforcer l'efficacité du système immunitaire pour lutter de manière efficace contre les infections. C'est notre meilleure arme, à nous d'en prendre soin. Notre système immunitaire utilise trois grandes barrières, qui sont appelées les lignes de défense. La première ligne de défense
est constitué par la peau et les muqueuses, les enzymes et les microflores. La peau et les muqueuses représentent la première barrière physique et naturelle contre les agresseurs. Ce bouclier est souvent renforcé par la présence de poils ou de cils et par nos sécrétions corporelles, qui forment un film protecteur, c'est-à-dire le sébum ou le mucus. Certains de nos organes, comme la bouche, l'intestin, le tractus urogénital, l'appareil respiratoire, sont également pourvus d'une couche protectrice formée de bonnes bactéries, couramment appelées flore ou microbiote. Ces bactéries empêchent notamment l'adhésion et le développement de pathogènes. Quand cette première barrière est franchie, c'est alors qu'intervient la deuxième ligne de défense, qui sont des cellules, des granulocytes comme les polymorphonucléaires, qui détruisent le germe via la phagocytose. On a également les macrophages et les natural killers. Retenez bien ces fameux natural killers car je vais en parler tout au long de ma conférence. Et puis, lorsque cette seconde ligne est débordée, eh bien on fait appel à la troisième ligne de défense, qui sont les lymphocytes T, les lymphocytes B, et qui produisent des anticorps, comme les IgM, les IgG, etc. La première et deuxième ligne de défense constituent l'immunité innée, et la troisième ligne de défense constitue le système immunitaire adaptatif. Ces deux immunités ont des caractéristiques bien différentes et importantes à comprendre. D'abord, l'immunité innée, c'est celle que nous recevons à notre naissance. Elle intervient tout de suite, il n'y a pas de temps de latence, dès que nous sommes en contact avec un agent pathogène. C'est une réponse immédiate et peu spécifique. Elle permet l'intervention de cellules qui vont ingérer l'intrus dans le cadre d'une réaction inflammatoire et via la phagocytose. Normalement, ce système est à lui seul efficace pour protéger l'organisme des microbes et de nombreux agresseurs. Elle n'a pas de mémoire immunologique. Et puis nous avons l'immunité adaptative, qui intervient quand l'immunité innée est dépassée. Elle est indispensable pour faire face à des agents pathogènes qui varient sans cesse, comme les virus, et qui sont capables d'échapper à l'immunité innée. Au contraire, elle est plus longue à se mettre en place, et elle est plus ciblée. Elle fait appel à des cellules qui gardent en mémoire le contact avec des antigènes. C'est le principe de la vaccination, qui agit au niveau de l'immunité adaptative. Il est important de bien comprendre que le vaccin n'agit pas du tout sur le système immunitaire inné. Or, vous verrez que cette immunité innée est fondamentale. Voici une première image qui montre le délai d'intervention de nos cellules immunitaires à partir du premier contact avec le microbe. Au cours des 12 premières heures, c'est d'abord notre immunité innée qui entre en jeu avec les phagocytes, le système du complément, les macrophages et surtout les natural killers. Ces natural killers sont capables de détruire les cellules qui sont infectées par le virus, grâce à des protéines qui sont appelées les perforines, qui provoquent la mort cellulaire. Ils sont à l'interface entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. C'est eux qui assurent la communication fondamentale entre ces deux systèmes. J'aime beaucoup cette diapo qui montre que nous avons en quelque sorte non pas un, mais deux systèmes immunitaires, qui travaillent en continuelle complémentarité et en collaboration. Mais ces deux immunités doivent pouvoir communiquer entre elles. Et quand il y a la guerre, la communication joue un rôle crucial. Ce rôle crucial est assuré par les natural killers. Retenez bien cela car c'est très important et vous comprendrez pourquoi à la fin de ma conférence. Je reviens un instant aux défenses non spécifiques qui vont utiliser le système du complément, les cellules phagocytes, les natural killers, les radicaux libres et les antioxydants, mais aussi les barrières naturelles. Au niveau des barrières naturelles respiratoires, l'air que nous respirons subit déjà plusieurs filtrations via les cils et les poils. Et d'autre part, les cellules de l'appareil respiratoire sécrètent un mucus protecteur via les flores bactériennes, tout comme l'intestin. Il faut savoir que l'appareil respiratoire est associé à de nombreuses cellules immunitaires qui produisent des molécules, notamment les cytokines, qui participent à l'activation globale du système immunitaire. Nous verrons à la fin de la conférence que la flore intestinale joue un rôle majeur à ce niveau.
Alors l'exposition constante des voies respiratoires aux particules inhalées nécessite la mise en place de mécanismes de défense efficaces pour lutter contre l'invasion potentielle des microbes. C'est vraiment essentiel de se protéger avec des masques, des visières, des lunettes, etc. Tout cela va faire partie de notre arsenal de protection. Et j'en profite pour remercier notre collègue Marc Nacquart de nous avoir partagé il y a 15 jours ce premier e-apéro consacré sur le sujet des protections que nous devrons mettre en place au sein du cabinet dentaire. Cette présentation est actuellement disponible sur la page Facebook de la Société de médecine dentaire. C'est bien sûr fondamental de se protéger et d'avoir des boucliers efficaces. Nous sommes sous stress car on ne sait pas trop bien à quoi on va ressembler, nous dentistes, à la reprise du travail après le confinement. Voilà un guerrier évidemment d'une autre époque, mais de tout temps, lorsqu'un guerrier était envoyé au front, il était impératif qu'il soit équipé d'un bouclier pour se protéger, mais aussi d'armes capables de pouvoir à un moment donné tuer l'ennemi. Chez nous, nos guerriers tueurs de notre système immunitaire, ce sont les natural killers. Ce sont en quelque sorte nos Rambo du système immunitaire. Ce sont des lymphocytes nés pour tuer les virus et les cellules cancéreuses. C'est leur job. Et pour pouvoir faire cela, il leur faut des armes et aussi des munitions en quantité suffisante. Si on envoie Rambo au front sans munitions, la guerre risque d'être vite perdue. Et ces munitions, en quelque sorte, ce sont les nutriments, les vitamines et les oligoéléments qui sont indispensables et nécessaires pour assurer un bon fonctionnement de notre système immunitaire. Le projet ici, bien sûr, sera de remplir de munitions les poches de nos Rambo, qui sont les natural killers, mais aussi toutes les autres cellules immunitaires. Parmi tous les gardiens du système immunitaire, les natural killers sont les plus agressifs. Ils sont la base du système immunitaire. Et ils sont en première ligne de défense. Ils représentent environ 10 à 15% de la population totale de lymphocytes. Ils sont totalement dévoués à cette mission de recherche et de destruction. Ces natural killers patrouillent sans relâche dans notre organisme et sont capables de repérer les cellules infectées ou cancéreuses et de les éliminer par un système d'attaque direct. Elles sécrètent aussi des cytokines, qui sont des messages chimiques, qui permettent de communiquer et stimuler la réponse immunitaire adaptative. Un équilibre doit toujours être maintenu en permanence entre ces deux immunités, en fonction des signaux reçus, comme un système de balance. Mais parfois, cet équilibre peut être rompu et avoir de lourdes conséquences. On va en parler un peu plus loin, en relation avec le Covid-19 et la fameuse tempête inflammatoire qui arrive le 7e jour et qui est souvent responsable du décès des personnes infectées. Alors beaucoup de patients me disent, je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de légumes et j'ai une alimentation biologique et variée. Alors vous me direz, mais pourquoi avoir recours à la micronutrition? Eh bien, le constat scientifique est clair et net. Il ne suffit pas de manger varié et équilibré pour éviter des déficits d'apport en vitamines, en minéraux, en acides gras essentiels et en certains acides aminés. Les dosages sanguins à visée nutritionnelle mettent en évidence de manière scientifique et indiscutable des carences nutritionnelles importantes et très fréquentes. De nos jours, on n'a plus les mêmes dépenses énergétiques que nos ancêtres qui devaient chasser et cultiver pour pouvoir se nourrir. Nous sommes bien souvent trop sédentaires devant nos écrans numériques et nous consommons trop régulièrement des aliments transformés avec peu de vitalité et avec une faible densité nutritionnelle. C'est ce qu'on appelle des calories vides. Nous ne sommes plus des chasseurs, cueilleurs, cultivateurs. Mais heureusement, le signal d'alerte est entendu par beaucoup d'entre nous. Pour reprendre l'exercice physique, modéré, se reconnecter à la terre et éviter la sédentarité et la nourriture fast-food. Peut-être que le Covid-19 va provoquer un changement d'attitude et d'habitude chez certains. Peut-être un retour vers la terre, le commerce de proximité, le contact avec la nature. C'est certainement l'occasion d'évoluer vers une réduction de nos apports en sucre raffiné, en mauvaise graisse, en aliments transformés, industriels et raffinés. C'est pourquoi nous devons souvent avoir recours à des supplémentations nutritionnelles pour combler au plus vite les carences mises en évidence, car cela demanderait trop de temps rien que par l'alimentation, surtout si notre potentiel digestif est trop faible, avec une mauvaise assimilation des nutriments. Les compléments alimentaires permettent de concentrer les nutriments essentiels et naturels pour pallier les manques d'apport et les troubles d'assimilation.
Attention ici, c'est important de bien comprendre que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. En aucun cas, ils ne peuvent se substituer à un traitement médical. L'objectif ici est d'agir surtout au niveau de la prévention, pour optimiser notre immunité, afin d'être en forme à la fin du confinement, et d'avoir une immunité au top de top. Avant toute chose, il est important de distinguer les deux grandes familles de vitamines. D'une part, les vitamines hydrosolubles et d'autre part, les vitamines liposolubles. En ce qui concerne les vitamines hydrosolubles, par exemple la vitamine C et B, eh bien, il n'y a pas de stockage chez eux, ni de risque de surdosage. Les excès éventuels sont éliminés dans les urines. Leur durée d'action sera assez courte et l'absorption quotidienne sera essentielle, de préférence entre les repas. Ces vitamines résistent peu ou pas à la chaleur. Par exemple, il vaut mieux éviter le jus de citron dans la tisane chaude, car la vitamine C du citron sera détruite par la chaleur de la tisane. La difficulté est leur assimilation, et la flore intestinale joue un rôle crucial à ce niveau. En ce qui concerne les vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E et K, elles sont stockées dans les graisses. C'est pourquoi elles peuvent s'y accumuler. Il faudra donc être prudent aux excès possibles. C'est important de les doser dans le sang, afin d'adapter la posologie et d'éviter les surdosages. Les lipides alimentaires favorisent leur absorption intestinale. Par exemple, la vitamine D sera à prendre avec un corps gras, par exemple une tartine et un peu de beurre. Pour rappel, la vitamine C est hydrosoluble et lorsqu'on manque de vitamine C, on peut ressentir de la fatigue, une sensation d'épuisement, de l'anémie ou du surmenage, une plus grande sensibilité au stress et une sensibilité plus grande aux infections. C'est pourquoi on verra des infections à répétition. La vitamine C participe au renforcement des os, des dents et des vaisseaux, et elle réduit le saignement des gencives, qui était un signe de scorbut. Si vous allez sur le site internet PubMed, qui est la plus grosse bibliothèque scientifique en ligne, vous pourrez trouver au moins 776 publications scientifiques qui démontrent les avantages de la supplémentation en vitamine C dans le cadre des soins dentaires. En voici une, par exemple, où il était démontré déjà en 2007 que la déficience en vitamine C était en relation avec la gravité des maladies parodontales. Alors rassurez-vous, je ne vais pas passer en revue les 776 publications scientifiques, on va aller à l'essentiel. Voici un autre schéma qui montre en détail l'action de la vitamine C, à la fois sur le système immunitaire inné et sur l'immunité adaptative. Au niveau de l'immunité innée, elle va agir via les macrophages et les neutrophiles. Et au niveau de l'immunité adaptative, elle va agir par les lymphocytes B et les lymphocytes T. C'est intéressant de voir à travers ce schéma son action globale sur l'ensemble des cellules immunitaires. Et vous voyez qu'on retrouve nos fameux natural killers, qui est à l'interface entre ces deux immunités, sur lesquelles la vitamine C va agir de manière remarquable. Il est aussi intéressant de constater l'action antihistaminique de la vitamine C, car on sait que l'excès d'histamine est un facteur aggravant dans cette fameuse réaction hyperinflammatoire du 7e jour. Est-il possible de doser la vitamine C? Bien, c'est difficile et très compliqué de le faire dans le sang. Comme elle est hydrosoluble, les surdosages avec des doses nutritionnelles sont quasi impossibles, vu que les excès sont éliminés par les urines. Il vaut mieux choisir la formule acérola au lieu de l'acide ascorbique chimique de pharmacie, car celui-ci est acidifiant. L'acérola, c'est un fruit qui est issu d'un arbuste d'Amérique du Sud et il contient 10 à 40 fois plus de vitamine C que l'orange. Avec 1 g d'acérola, on a une dose de 180 g de vitamine C. Lorsque vous achetez de la vitamine C, je vous recommande de vérifier l'absence de colorants et de conservateurs. Vous trouverez de l'acérola naturel, sans colorant ni conservateur, chez Herbolistic et chez La Royale. Mais aussi vous en trouverez dans des laboratoires comme BioLife, Nutergia, etc. Au début d'un épisode grippal, certains médecins nutritionnistes proposent des doses plus fortes, pendant un temps court, comme l'ascorbate de magnésium,
et vous pourrez prendre une cuillère à café qui correspond à 3-4 grammes par jour, à répéter éventuellement si les symptômes persistent. Voici à gauche une forme que j'aime bien, c'est la combinaison d'acérola avec le jus d'argousier, qui est lui riche en antioxydants, tels que la vitamine A, la vitamine B, la quercétine et aussi d'autres anti-inflammatoires. L'intérêt de l'argousier est d'apporter tous les cofacteurs, qui sont une synergie d'action et une meilleure absorption. Cette association est disponible au laboratoire Herbolistique, en forme liquide, sans alcool, et donc beaucoup plus assimilable et biodisponible au niveau intestinal. Une autre solution que je vous recommande également, c'est la vitamine C liposomale. C'est une vitamine C qui est encapsulée dans un liposome, c'est-à-dire une capsule de graisse. C'est une microparticule de graisse. Ce procédé liposomal rend la vitamine C liposoluble. Cela permet à la vitamine C d'être plus facilement absorbée par l'intestin et aussi de traverser les parois des cellules qui sont graisseuses. Grâce à ces liposomes, la vitamine C diffuse progressivement jusqu'au cœur des cellules. Ma recommandation actuellement est d'associer éventuellement ces deux produits, ou bien de les prendre en alternance, une fois un, une fois l'autre. Je suis désolé, mais j'aime bien étayer mes propos avec des publications scientifiques qui sont parfois pertinentes. Donc on va avoir une succession de publications scientifiques. Mais c'est promis, j'essaierai d'aller à l'essentiel. Cette étude publiée justement en janvier 2020 passe en revue et détaille les merveilleuses propriétés antivirales de la vitamine C. Cette publication est disponible sur Internet. Voici une autre publication qui a étudié l'impact de la vitamine C sur les pneumonies sévères chez les enfants. La conclusion des auteurs est que la vitamine C est efficace pour réduire la durée des pneumonies graves chez les enfants de moins de 5 ans. La saturation en oxygène a été améliorée en moins d'1 jour. Voici un article qui a été publié le 10 février 2020 dans une revue de médecine orthomoléculaire qui explique comment la vitamine C peut réduire la sévérité et le nombre de décès dans le cadre des maladies respiratoires sévères d'origine virale. Voilà un sujet qui est bien d'actualité. Voici un autre article qui a été publié la semaine dernière, le 7 avril, après avoir testé des hautes doses de vitamine C chez les patients atteints du Covid-19. Leur conclusion est l'administration d'environ 15 grammes de vitamine C par jour en intraveineuse pendant 4 jours peut réduire la mortalité chez ces patients. Au vu de ces publications, il n'est pas surprenant de voir que certains hôpitaux chinois ont décidé maintenant d'administrer des hautes doses de vitamine C aux patients atteints du Covid-19. Une publication avec une méta-analyse sortie l'année dernière a démontré que la vitamine C peut raccourcir de 5 fois la durée de séjour en unité de soins intensifs. Dans 3 essais où les patients ont eu besoin d'une ventilation mécanique pendant plus de 24 heures, la vitamine C a réduit la durée et la ventilation mécanique de 18,2%, ce qui n'est pas négligeable. Passons à la vitamine D, qui pour rappel est une vitamine liposoluble, et donc elle va se stocker dans nos graisses. C'est important de savoir cela, car il faudra adapter la posologie selon notre quantité de tissu graisseux. On sait depuis longtemps que la vitamine D est essentielle pour un bon développement du squelette, des os et des dents. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'iceberg de la déficience en vitamine D. On pense toujours à la pointe visible de cet iceberg. En pensant vitamine D, on pense vitamine pour l'ostéoporose. Mais on oublie toute une série de pathologies importantes dont les spécialistes scientifiques ont mis en évidence une relation étroite entre ces maladies et la carence en vitamine D. Par exemple, les allergies, l'asthme, l'autisme, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les douleurs chroniques, les grippes, les virus, les caries dentaires à répétition, les parodontites, le diabète, l'eczéma, les problèmes de développement, les problèmes d'accouchement, la dépression, etc., etc. Quel est le taux optimal pour avoir une vitamine D efficace? Eh bien, il faut être idéalement autour de 50 voire 60 nanogrammes par millilitre dans le sang. C'est un consensus scientifique autour de ce chiffre.
Il est très important de retenir que la vitamine D joue un rôle préventif et thérapeutique lorsque le dosage sanguin est situé autour de 60 nanogrammes par millilitre, ce qui correspond au double du dosage minimum indiqué par les labos de biologie sanguine. La vitamine D ayant tendance à se stocker dans les tissus adipeux, cela explique pourquoi, chez ceux qui souffrent d'obésité, la vitamine D est moins biodisponible pour faire son travail immunitaire. C'est pourquoi la dose recommandée en supplémentation doit être adaptée au poids corporel. Cette dose est d'environ 1000 unités internationales par 10 kg de poids corporel. Donc, cette référence est très importante pour adapter la posologie quotidienne en fonction de votre poids corporel. Par exemple, un adulte qui pèse 60 kg devrait prendre environ 6000 unités internationales par jour. Et les personnes qui sont en surpoids devront adapter la posologie selon le poids corporel, toujours en adaptant cette règle. S'il y a une vitamine qu'il faut prendre, c'est bien la vitamine D. Et je dis à mes patients, la vitamine des dents, c'est la vitamine D. La meilleure chose à faire est de doser cette vitamine D3 dans le sang, car c'est très important d'avoir un monitoring, ou sinon on va travailler à l'aveugle. Le dentiste a le droit de prescrire un dosage sanguin à ses patients, mais à deux conditions. Que ce soit limité dans le cadre du traitement de pathologies bucco-dentaires, par exemple un traitement parodontal, implantaire ou les caries à répétition. Et deuxièmement, le dentiste doit être capable d'interpréter les résultats. Alors quels sont les seuils dans les prises de sang? Les labos utilisent souvent les anciennes normes de 30 nanogrammes par millilitre, mais ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux suivre les recommandations des spécialistes, qui est de se situer autour de 60 nanogrammes par millilitre. Et pour cela, si vous êtes en dessous de 30 nanogrammes par millilitre, il vaut mieux utiliser une posologie de 5000 unités internationales par jour. Je recommande cette dose de 5000 unités pendant 4 semaines, et puis de refaire un dosage sanguin après 4 à 6 semaines de supplémentation, pour ensuite adapter la posologie, qui sera autour, par exemple, de 3000 unités par jour. Quelle forme de vitamine D prendre? Eh bien, je vous recommande la vitamine D sous forme de gouttes huileuses, et non en comprimés, car ceux-ci ne sont pas bien assimilés. Je vous invite aussi à éviter de diluer ces gouttes dans un verre d'eau, car l'huile reste au bord du verre et vous n'assimilez qu'une partie de la dose. Je recommande donc de placer les gouttes directement sur la langue ou sur un morceau de pain, avec un peu de beurre de bonne qualité. Différents labos proposent des vitamines d'assez bonne qualité. Par exemple, on peut citer celle de nos partenaires de ce soir, chez Herbolistic. Ils proposent une vitamine D avec 3 dosages, 3 concentrations différentes. Une concentration à 400 unités par goutte, 1000 unités par goutte ou bien 3000 unités internationales par goutte. L'avantage ici est d'avoir une base huileuse à base de colza biologique et avec l'adjonction de chardon-marie, qui est un drainage du foie qui va parfois nettoyer le foie, et parce que le foie doit stocker la vitamine D. Ensuite, vous avez chez La Royale une vitamine D3 qui s'appelle Royal Ultra D3 qui est végétale, donc destinée aux végétariens, puisqu'elle est issue du lichen des rennes. Et donc, c'est un choix éthique du labo, avec une récolte sauvage, avec une extraction alcoolique sous atmosphère inerte. L'intérêt est d'avoir un tropisme pulmonaire de ces vitamines D. En pharmacie, vous pouvez aussi retrouver des formules assez intéressantes, par exemple chez Nutergia qui propose une Energy D+, concentrée à 800 unités internationales sur une base de huile de colza biologique. BioLife propose également, qui est un laboratoire belge, une vitamine D assez intéressante. Par contre, la vitamine D cure, je n'aime moins et je ne la recommande pas parce que l'huile qui est dans le support est à base d'acides gras trans et donc à ne pas conseiller. En 2004, par exemple, déjà, le collègue Davido publiait dans le journal de parodontologie le rôle majeur que joue la vitamine D en parodontologie. Et je cite dans son article: la fréquence importante des insuffisances en vitamine D et leur incidence potentielle dans l'éthiopathogénie des parodontites montrent l'intérêt de la prise en compte du statut en vitamine D des patients dans les thérapeutiques
parodontale. En d'autres termes, il est fondamental de doser et de supplémenter si nécessaire. De nombreuses publications démontrent l'importance d'optimiser le statut en vitamine D avant la pose d'implant ou de greffe osseuse. Par exemple, ici, c'est une publication qui met en avant la cause d'échec implantaire suite à une carence en vitamine D chez les patients. Personnellement, je ne pose pas d'implant chez mes patients si je n'ai pas un dosage sanguin de vitamine D au préalable. Et si ce dosage est trop bas, eh bien je reporte l'intervention jusqu'à avoir l'obtention d'un dosage optimal, c'est-à-dire autour de 60 nanogrammes par millilitre dans le sang. On ne peut pas passer sous silence les nombreuses publications du docteur Joseph Choukroun, qui est l'inventeur du PRF et bien connu dans le monde de l'implantologie dentaire. Il a publié plusieurs articles sur le rôle majeur de la vitamine D. Une vitamine D trop basse et un cholestérol LDL trop élevé sont des facteurs de risque trop souvent négligés dans le monde dentaire. Au vu de toutes les nombreuses publications scientifiques sur le sujet, je trouve que c'est un non-sens de ne pas doser la vitamine D avant la pose d'un implant dentaire ou d'un acte chirurgical. Comment agit cette vitamine D? Eh bien, elle agit aussi bien sur l'immunité innée et l'immunité adaptative. Elle a beaucoup de niveaux puisque c'est une hormone au lieu d'une vitamine et qu'elle a un rôle pléiotrope, c'est-à-dire qu'elle joue des rôles à de multiples niveaux et récepteurs. Elle augmente la capacité de phagocytose des macrophages. Elle réduit le risque de maladies virales. Elle réduit le risque de nombreux cancers, notamment le côlon, le sein et les ovaires. Elle réduit le risque de pathologies cardiovasculaires. Et de nouveau, on voit qu'elle augmente l'activité des fameux natural killers. L'intérêt majeur de la vitamine D est de permettre une modulation du système immunitaire, c'est-à-dire de freiner ce qui doit être ralenti et d'activer ce qui doit être stimulé. On va passer rapidement en revue quelques publications scientifiques sur la vitamine D, mais de nouveau, on ira à l'essentiel. En 2010, déjà, un article, ici, ça fait déjà 10 ans, que cet article évoquait le rôle majeur de la vitamine D dans la gestion des infections. Les auteurs avaient déjà découvert que la vitamine D activait le système immunitaire par la production de peptides, appelés catélycidines. La conclusion de cet article est: la vitamine D joue un rôle essentiel dans le système immunitaire inné, grâce à la production de peptides antimicrobiens, en particulier la catélycidine. Il semblerait, selon ces auteurs, que la vitamine D joue un rôle important dans la santé des voies respiratoires, de la peau et éventuellement des intestins. Un an plus tard, une autre publication indiquait: la présente étude décrit les principaux mécanismes associés au métabolisme de la vitamine D et à la signalisation pour les réponses immunitaires innées et adaptatives. En 2012, une étude a étudié le rôle de la vitamine D dans les infections respiratoires chez les adultes. La conclusion est: la vitamine D joue un rôle clé dans l'activation de l'immunité innée. Sur le plan clinique, il existe des preuves de l'association entre l'insuffisance en vitamine D et les infections des voies respiratoires. C'était déjà publié en 2012, il y a 8 ans de cela. En 2017, plus récemment, on retrouve une autre étude sur l'activité antivirale au niveau des cellules épithéliales des bronches. La vitamine D est capable de détruire la réplication du rhinovirus et la catélycidine a une action directe sur ce virus. La vitamine D exogène a augmenté les défenses antivirales, probablement par le biais de la catélycidine et des voies innées de l'interféron. Encore une autre étude. En 2017, les patients souffrant de maladies respiratoires sont souvent déficients en vitamine D, ce qui implique que la supplémentation pourrait leur apporter un bénéfice significatif. Une autre étude de l'Université de Colorado, réalisée en maison de retraite, a montré qu'une dose de 3000 unités internationales par jour de vitamine D peut réduire de 40% le risque d'infection respiratoire. Je trouve qu'on devrait parler davantage de ces études dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Pour terminer, tout récemment, à l'Université de Turin, à la suite des récentes recommandations de la British Dietetic Association,
Deux chercheurs ont étudié le rôle que pourrait jouer la carence en vitamine D. Ces deux chercheurs, qui sont les professeurs Isaïe et Medico, ont étudié et approfondi le rôle que pourrait jouer le manque de vitamine D, qui touche une grande partie de la population, notamment les personnes âgées. J'ai repris ici textuellement les écrits de ces deux chercheurs de l'Université de Turin. L'apport en vitamine D est très important pour augmenter l'espérance de vie des personnes âgées qui souffrent déjà de maladies chroniques. Des niveaux adéquats seraient thérapeutiques pour les personnes déjà infectées, leurs proches, le personnel de santé et les personnes âgées fragiles. Les patients hospitalisés pour une pneumonie souffrent d'hypovitaminose D. Alors en micronutrition, c'est important d'associer souvent des cofacteurs, c'est-à-dire des autres oligo-éléments et des vitamines, pour avoir une meilleure assimilation. C'est plus efficace que de prendre de fortes doses d'un seul nutriment. Voilà quelque chose de très important, car pour être actif, la vitamine D a besoin de cofacteurs essentiels. Ces cofacteurs sont le magnésium, la vitamine K, le zinc, dont on va dire un mot, le bore et la vitamine A. La vitamine A qu'on pourra trouver dans l'huile de foie de morue, par exemple. Donc il a été démontré que la présence de magnésium est essentielle pour activer cette vitamine D et la rendre efficace par une réaction d'hydroxylation qui est dépendante du magnésium. Or, les carences en magnésium sont très importantes et très fréquentes. Alors, que va nous dire ce brave en pleine méditation? Eh bien, magnesium and not calcium is a key to healthy bones, teeth and muscles. Car le magnésium est bien plus important. Je ne comprends pas pourquoi on associe du calcium avec la vitamine D. Je recommande toujours du magnésium en lieu et place du calcium. Je ne suis pas le seul, car je sais que la plupart des médecins nutritionnistes partagent mon avis. Pour les dents sensibles, les problèmes parodontaux et les caries à répétition, je vous recommande d'optimiser chez vos patients les taux de vitamine D et de magnésium. Et vous verrez, cela va apporter beaucoup de choses favorables chez vos patients. Pour juger de la qualité d'un complément de magnésium, c'est important de vérifier sa biodisponibilité, c'est-à-dire sa capacité à apporter le magnésium aux tissus et à l'intérieur des cellules. C'est pourquoi il est préférable de choisir des sels organiques solubles, tels que le citrate et le bisglycinate. Attention d'être prudent pour toujours vérifier l'absence de conservateurs et de colorants. Par exemple, je peux vous recommander deux produits qui sont fiables et efficaces. Le premier, il est disponible chez Herbolistic, il s'appelle Mag Optimum, qui est un mélange de bisglycinate de magnésium et de citrate de magnésium dosé à 300 mg avec la présence d'un complexe de vitamine B et de taurine, qui est un acide aminé. Vous avez chez le laboratoire La Royale un supplément de magnésium qui s'appelle Magnétonus, qui est un citrate de magnésium beaucoup plus dosé à 450 mg, avec de l'arginine, de la taurine et un complexe de vitamine B. Donc la posologie ici sera d'un sachet une fois par jour, de préférence le matin. Alors, quel est l'intérêt d'ajouter de la taurine? Eh bien, la taurine, c'est un acide aminé que l'on appelle un magnésiofixateur, c'est-à-dire qu'il a la propriété de faire rentrer le magnésium à l'intérieur de la cellule et d'augmenter ainsi la réserve intracellulaire. Il a aussi des propriétés anti-stress et permet de stabiliser le potentiel de membrane. On va évoquer quelques éléments sur le zinc. Le zinc est un oligo-élément essentiel et indispensable pour une bonne immunité. Les aliments qui sont plus riches en zinc sont les huîtres, par exemple. L'assimilation du zinc est souvent difficile, et en plus, on n'a pas de réserve notable en zinc. C'est pourquoi un apport nutritionnel régulier et adéquat est important à mettre en place. Le zinc joue un rôle crucial dans la régulation de la fonction immunitaire. Il faut savoir que certaines situations prédisposent au déficit en zinc, et donc le risque de carence est bien réel et bien plus fréquent qu'on ne le pense. La prise de certains médicaments favorise les carences en zinc. Les sujets âgés, ceux qui souffrent de surpoids, les diabétiques, les hypertendus sont les personnes à risque et très souvent déficitaires en zinc. Tiens, on retrouve pratiquement les mêmes facteurs de risque que pour le Covid-19. Certains spécialistes estiment que plus de 50% des personnes âgées en institution et en maison de repos, c'est-à-dire une personne sur deux, présentent des carences avérées en zinc. Les signes de carence en zinc, quels sont-ils?
eh bien, nous aurons des infections à répétition, des lésions aux jonctions cutanéo-muqueuses, les difficultés de cicatrisation et les troubles ou la perte du goût et de l'odorat. La dysgeusie est le terme médical pour les troubles du goût et l'anosmie désigne la perte de l'odorat. On sait par exemple que le zinc est essentiel dans la synthèse de la gustine, qui est une enzyme responsable du goût et qui nécessite la présence indispensable du zinc. Ce sont des signes d'appel d'une carence en zinc. Et je vous invite à télécharger l'article que j'ai rédigé sur le sujet déjà en 2005. Celui-ci est disponible sur mon site internet à la rubrique Publications. Mon site internet biodent.be. On sait maintenant que ces signes de perte du goût et de l'odorat sont également ceux d'une infection par le coronavirus. Une des explications serait la sursollicitation immunitaire qui entraîne une majoration des carences en zinc, engendrant ces symptômes de perte du goût et de l'odorat. Une abondance de preuves scientifiques s'est accumulée au cours des 50 dernières années pour démontrer l'activité antivirale du zinc contre une grande variété de virus, et cela via divers mécanismes. Ici, on va juste faire un petit focus sur le rôle principal du zinc en complémentarité avec la fameuse chloroquine ou l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, sans bien sûr entrer dans cette polémique. Est-ce que la combinaison du zinc ajouté à la fameuse hydroxychloroquine proposée par le professeur Raoult pourrait être un traitement pour le Covid-19? La question est posée sur la table par plusieurs scientifiques. Plusieurs chercheurs partent du constat de l'activité antivirale du zinc et que son augmentation de concentration intracellulaire était capable d'inhiber la réplication du virus via la fameuse enzyme RNA polymérase. Le 9 avril, une étude a démarré pour étudier l'intérêt d'ajouter du zinc, de la vitamine C et de la vitamine D. Une autre étude à Munich a commencé à étudier le 8 avril 2020 cette option de complémentarité entre le zinc et l'hydroxychloroquine. L'enjeu dans ces études est de tout mettre en œuvre pour étudier et pour gagner cette bataille contre le Covid-19. Voilà une importante publication qui démontre qu'en augmentant la concentration intracellulaire en zinc, celui-ci augmentait son efficacité à perturber le fonctionnement de la RNA polymérase, qui elle est responsable de la transcription et de la réplication du virus dans la cellule infectée. L'augmentation de la concentration intracellulaire de zinc avec une molécule appelée ionophore peut entraver efficacement la réplication d'une variété importante de virus ARN. Il a été démontré que la combinaison de zinc et d'un ionophore à de faibles concentrations inhibe in vitro la réplication du virus et l'activité de l'ARN polymérase à ce virus. Voilà à votre gauche le virus avec sa couronne de récepteurs, de protéines, qui, avec son matériel génétique à l'intérieur, et cette couronne de protéines est capable de venir se fixer sur notre récepteur ACE. Il va venir se bloquer, se fixer, perforer notre membrane, ici, notre membrane d'une cellule, et y faire injecter son matériel génétique à l'intérieur de notre cellule. Une fois à l'intérieur, ce matériel génétique va utiliser toute notre machinerie de notre cellule pour se répliquer et ensuite infecter d'autres cellules. Alors, on a vu que le zinc avait des propriétés de bloquer cette réplication de l'ARN et on a vu donc justement cette propriété du zinc, une fois à l'intérieur de la cellule, qui permet cette réplication, d'empêcher cette réplication des virus à l'intérieur des cellules. À partir de cette étude, eh bien, les scientifiques ont cherché la possibilité comment faire rentrer d'une manière plus forte le zinc à l'intérieur des cellules, car le zinc n'a pas cette capacité. Une molécule comme la pyrithione, qui est un ionophore, a pu être utilisée et cette pyrithione force le zinc à pénétrer à l'intérieur de la cellule. Et donc, le zinc traverse cette couche de phospholipides et les chercheurs ont montré qu'il y avait une relation inverse entre la concentration de zinc intracellulaire et la présence de matériel viral intracellulaire. Plus la concentration de zinc était élevée,
moins on retrouvait de matériel viral à l'intérieur de la cellule. Donc, vous voyez ici cette relation inverse. Et voilà cette étude qui montre que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine est également une molécule ionophore pour le zinc, qui a la propriété de faire rentrer le zinc à l'intérieur de la cellule. Et plusieurs scientifiques supposent que la chloroquine ne puisse pas exercer pleinement ses effets chez les sujets qui sont carencés en zinc, ou dont le taux de zinc a brutalement chuté, en lien avec une surconsommation de zinc par le système immunitaire. Chez certains patients, le traitement du professeur Raoult pourrait marcher moins bien. Il reste à vérifier si c'est parce que ceux-ci présentent une carence en zinc. Voici deux études qui montrent et qui démontrent que la supplémentation en zinc chez les personnes âgées permet d'améliorer leur immunité. Vous avez ici les deux références scientifiques. Et les résultats montrent que la supplémentation en zinc a amélioré l'activité des lymphocytes T. Une deuxième étude montre qu'une supplémentation en zinc chez des personnes âgées a permis de diminuer le nombre d'infections par rapport à un groupe témoin. Sur ce zinc, est-il possible de le doser, de faire un diagnostic pour savoir si on manque de zinc ou pas? Oui, dans le zinc, dans le sang, il est possible de faire un dosage plasmatique, c'est-à-dire dans le sérum, du zinc. Celui-ci doit se situer dans une échelle, dans une fourchette entre 800 à 1400 microgrammes par litre. Et il est recommandable, à l'heure actuelle, d'être plutôt autour de 1000 à 1200 microgrammes par litre. Quels sont les dosages du zinc? Eh bien, en supplémentation, on va utiliser une dose qui varie de 15 à 30 mg par jour. Où peut-on trouver du zinc et sous quelle forme? Eh bien, il existe différentes formes. Par exemple, il existe sous forme de sel le picolinate de zinc, que vous pourrez par exemple trouver chez le laboratoire BioLife, qui est un laboratoire belge, qui s'appelle zinc B6, parce qu'il est combiné à de la vitamine B6. Vous pourrez le trouver sous forme de sel de bisglycinate de zinc, sous la forme zincodine, c'est le nom commercial qui est distribué chez Metagenics, que vous pourrez trouver en pharmacie. Et vous avez également du gluconate de zinc, qui est une forme liquide chez Nutergia, sous le nom Oligomax zinc. L'intérêt de cette forme liquide est d'avoir une synergie avec du zinc ajouté avec du cuivre et du fer et des oligoéléments. Le zinc ici est dosé à 5 mg pour une dose de 5 ml, mais cette synergie liquide, forme liquide, permet une meilleure assimilation du zinc. Un petit mot, bien sûr, on ne peut pas passer sous silence le rôle important de la flore intestinale qui joue un rôle déterminant de l'immunité de toutes les muqueuses. Donc on va conseiller des probiotiques qui auront un impact majeur sur l'immunité. Les probiotiques sont différentes bonnes bactéries que l'on appelle des lactobacilles, des bifidobactéries. Vous avez le nom de ces différentes bonnes bactéries qui sont constituées souvent dans des gélules de probiotiques et qu'il faudra plutôt prendre en dehors des repas selon la posologie des différents laboratoires. L'intérêt de ces bonnes bactéries, qu'elles permettent de réguler l'immunité des muqueuses en sécrétant des immunoglobulines, par exemple les IgA, et qui permettent de contrôler ou d'empêcher le développement de mauvaises bactéries qui seront responsables du fameux syndrome de dysbiose intestinale, qui est très fréquent. Vous trouverez ici, par exemple, chez nos deux partenaires, chez La Royale, ils ont un probiotique qui s'appelle le Royal ProFlore, et chez Herbolistic, ils ont un probiotique spécialement dédié à l'immunité qui s'appelle Florimmu, dans lequel ils ont ajouté du lait d'ânesse, qui lui est riche en immunoglobuline A, et de lysozyme, qui est une enzyme qui coupe la paroi des bactéries pathogènes et qui permet une meilleure protection des muqueuses. Ils ont ajouté aussi du reishi, dont on va dire un mot, parce qu'on sait qu'il augmente l'activité des natural killers et qu'il possède une action antivirale. Ces gélules sont résistantes à l'acidité de l'estomac. Il est intéressant de faire appel aussi aux propriétés médicinales des champignons qui sont capables de booster l'immunité. Par exemple, le reishi et le shiitake sont les plus connus et les plus réputés. Ils sont souvent combinés à une plante qui s'appelle l'Echinacea, qui est une plante immunostimulante. Par exemple, chez Herbolistic, ils ont mis au point un complexe qui s'appelle Défense naturelle,
qui comprend de l'Echinacea, du shiitake et du reishi. Chez La Royale, ils ont un complexe qui s'appelle Royal Défense, avec du lapacho, qui est un arbuste d'Amérique du Sud, dont l'écorce a des propriétés antibiotiques, antifongiques et antivirales. Et puis on voit également la présence d'échinacées, de colostrum et de shiitake. Le colostrum, c'est le premier lait qui est riche en immunoglobulines. Vous avez les différentes posologies de ces produits indiqués en dessous. Ces deux produits sont plutôt à éviter pendant la grossesse et l'allaitement. La propolis, donc je pense que beaucoup de mes collègues seront d'accord avec moi sur les précautions à prendre avec le miel qui peut être parfois de mauvaise qualité et qui peut être trop riche en sucre rapide et qui est alors cariogène. Je préfère de loin recommander les produits qui sont issus de la ruche, que sont la gelée royale, le pollen et surtout la propolis. La propolis qui présente un tropisme ORL et buccal très intéressant pour nous. Les propriétés de la propolis sont nombreuses et très intéressantes pour nous dentistes. Cette propolis a des propriétés antibactériennes, antiseptiques, antifongiques, antivirales et permettent de renforcer les défenses immunitaires. Alors vous pourrez trouver de la propolis en gélule ou bien en spray d'excellente qualité chez nos partenaires la Herbolistique et la Royale. Une petite mention spéciale concernant celle de chez La Royale, qui a une grande expérience dans l'apiculture et qui propose une propolis de première qualité. Cette société La Royale propose également une gelée royale pure et fraîche. Vous pourrez leur demander une documentation précise sur les bienfaits de la gelée royale et de la propolis. Leur propolis est purifiée et de grande qualité. Elle présente au moins 5 fois plus de flavonoïdes par rapport à la propolis que vous pourriez trouver dans le commerce. Je vous recommande aussi le dentifrice de chez La Royale, qui s'appelle Royal Dent, qui contient 6% de propolis purifiée, avec la combinaison d'huile essentielle de tea tree, l'arbre à thé, et aussi de girofle. Il est garanti sans parabènes et à base de kaolin. Le kaolin, c'est une variété d'argile reminéralisant et qui permet de réguler l'acidité buccale. C'est un dentifrice que je vous recommande vivement. Alors quand le système immunitaire s'emballe, eh bien c'est plutôt aussi quand la réponse immunitaire est exubérante chez ces patients atteints du Covid-19. Dans le cas de l'infection par Covid-19, ce phénomène inflammatoire pourrait être à l'origine de la plupart des décès des patients placés en soins intensifs. Chez eux, l'orage de cytokines entraîne un syndrome de détresse respiratoire grave avec la défaillance de plusieurs organes vitaux comme le rein et le cœur. L'orage de cytokines apparaît généralement vers le 7e jour. Les cytokines sont des molécules produites par nos propres cellules du système immunitaire pour réguler cette action immunitaire. On sait maintenant que beaucoup de patients meurent plus d'une réponse immunitaire et inflammatoire incontrôlée que du virus en lui-même. Les spécialistes parlent d'une tempête de cytokines, qui est un phénomène inflammatoire massif et généralisé en réponse à une infection. Cet orage de cytokines se produit lorsque l'organisme n'est plus capable de contrôler la cruciale communication inflammatoire entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et c'est lorsque ces fameux lymphocytes NK, nos fameux Rambo à nous, qui ne sont plus capables et à même de nous défendre contre les virus. Selon le professeur Perlman, qui est spécialiste américain en immunologie et microbiologie, à l'heure actuelle, il n'existe aucune approche thérapeutique efficace et éprouvée contre ce phénomène, et administrer des corticoïdes ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens serait à coup sûr délétère pour les malades du Covid-19. Dans ce cadre de lutte contre l'inflammation, je vous invite donc à privilégier une alimentation dite anti-inflammatoire, c'est-à-dire riche en antioxydants et en acides gras oméga 3. Les principaux antioxydants sont des polyphénols et les flavonoïdes. Vous retrouverez par exemple du lycopène dans le jus de tomate, la quercétine dans l'oignon rouge, des anthocyanes dans les baies et les fruits des bois, les épices rouges en capsicaïne, les épices qui sont riches en capsicaïne, sont également intéressantes. Certains d'entre vous ont déjà repéré en haut à droite qu'on y trouve un verre de vin. Et oui, on retrouve des antioxydants.
les resveratrol de la famille des polyphénols dans le vin rouge. Voilà les bienfaits du vin, anti-stress naturel, bon pour le cœur, riche en antioxydants. Et donc puissions-nous trinquer à la santé de nous tous à la fin de cette crise du Covid-19. Mais attention, selon le cépage que vous allez choisir, la concentration de resveratrol peut varier beaucoup. Par exemple, le pinot noir contient 5 fois plus de resveratrol comparé avec le cabernet sauvignon. Le plus riche en resveratrol serait donc bien le pinot noir, que vous pouvez aussi avoir en Californie, mais aussi en France, on a d'excellents pinots noirs, et également en Belgique, nous avons du pinot noir. Dans l'approche micronutritionnelle, les huiles de poisson riches en oméga 3 sont considérées comme les anti-inflammatoires de premier choix. Et lorsqu'on fait un bilan des acides gras essentiels avec une prise de sang, on constate que beaucoup de patients présentent des déficits importants en ces précieux oméga 3. Donc, pour éviter ces carences, eh bien, il faut consommer beaucoup de petits poissons tels que les sardines et les anchois. Si vous ne mangez pas régulièrement des sardines, des anchois ou des maquereaux en boîte, je vous recommande alors de prendre des gélules, des cures des gélules d'oméga 3 qui sont riches notamment en EPA, qui est un puissant anti-inflammatoire naturel. Mais il faut prendre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour avoir son efficacité se manifester. Il est important de comprendre que cet effet anti-inflammatoire est profond, mais il n'est pas immédiat. En 2026, une publication indiquait que la supplémentation nutritionnelle avec des huiles de poisson oméga 3 pourrait être une thérapie adjuvante rentable pour la prise en charge de la maladie parodontale. C'est une des 612 publications que vous pourrez trouver sur PubMed, des publications scientifiques qui démontrent le rôle bénéfique et significatif des acides gras dans la supplémentation dans le cadre des maladies parodontales. En 2008, j'ai eu la chance de faire un mémoire universitaire sur l'intérêt de la supplémentation en oméga 3 dans le cadre des maladies parodontales. Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de l'Université de Poitiers. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet biodent.be à la rubrique Publications. Et si vous ne mangez pas régulièrement des petits poissons tels que les sardines, eh bien, je vous recommande de faire des cures régulières de gélules d'oméga 3. Par exemple, chez Herbolistic, leur complexe il s'appelle Oméga 3 sauvage, 2 gélules 2 fois par jour au repas. Et puis chez La Royale, vous avez les huiles de poisson sauvages, également 2 gélules 2 fois par jour au repas. Un petit mot concernant les bains de bouche. Donc, voilà une nouvelle étude qui est parue dans Scientific Reports qui nous met en garde face au sujet de problèmes rencontrés avec la chlorhexidine, car elle ne tue pas seulement les mauvaises bactéries, mais elle tue aussi les bonnes bactéries, celles qui constituent le microbiome naturel de la bouche. Cette étude démontre que le bain de bouche à base de chlorhexidine est associé à un changement majeur des microbiomes salivaires, qui entraîne des conditions plus acides et une moindre disponibilité des nitrites chez les individus en bonne santé. Les nitrites étant vasodilatateurs et protecteurs de l'hypertension artérielle. Donc c'est pourquoi la chlorhexidine peut augmenter la pression artérielle chez des individus normaux ou qui souffrent déjà d'hypertension. Comme bain de bouche alternatif, je vous recommande plusieurs bains de bouche possibles. Par exemple, vous avez le bain de bouche de chez Oshka, qui est un bain de bouche à la sauge. Vous avez également le bain de bouche Aprolis, qui est un bain de bouche disponible chez BioLife à base de propolis et un mélange d'huile essentielle. Vous avez également un bain de bouche à base d'argent colloïdal et d'huile essentielle disponible chez Biofloral. Et puis, vous avez également la possibilité de faire des bains de bouche vous-même en combinant des huiles essentielles mélangées avec du bicarbonate de soude et éventuellement avec un peu d'eau oxygénée. Vous pourrez faire le choix parmi ces 4 huiles essentielles que sont le titri, la menthe poivrée, le clou de girofle et le laurier noble, que vous pouvez éventuellement mélanger ou bien utiliser de manière individuelle. Pour sanifier l'air ambiant, voilà une solution intéressante, c'est le spray sanifiant, assainissant aux huiles essentielles, dont l'efficacité a été testée et approuvée sur des bactéries et les virus. 15 études et tests ont été réalisés pour assurer l'efficacité et la tolérance de ce spray assainissant.
Ce sont des laboratoires indépendants spécialisés en virologie, en microbiologie qui ont mené ces études et ces tests. On y retrouve 41 huiles essentielles, botaniquement et biochimiquement définies, justement dosées dans ce spray. Il contient notamment de l'huile essentielle d'arbre à thé, le tea tree, qui est l'une des huiles essentielles la plus efficace pour lutter contre les microbes, les maladies virales et hivernales. Elle est antibactérienne à large spectre, antifongique, antivirale, antiparasitaire et antiseptique. De l'éthanol végétal complète cette formule de ce produit sans gaz propulseur ni produits chimiques néfastes. Ce spray assainissant permet d'éliminer plus de 99,9% des bactéries et des virus. Je l'utilise depuis pas mal de temps dans mon cabinet dédié à la pose d'implants, juste avant la pose des implants ou des greffes osseuses. Mais il faut faire attention, il faut l'utiliser avec beaucoup de modération car il est très concentré. Comme gel hydroalcoolique, je vous recommande par exemple celui de chez Pure Essentiel qui est composé de 3 huiles essentielles, le citron, la lavandin et le tea tree de nouveau. Mais surtout avec la présence d'aloe vera qui empêche la déshydratation de la peau et régénère celle-ci. Ce gel a réussi tous les tests de normes EN 1040, EN 14476, EN 1275. Ce sont des normes de tests réussis, par exemple contre les virus H1N1, après 1 minute. Le virus qui présente une résistance, avec les virus qui représentent une résistance semblable au Covid-19. Vous pouvez également trouver sur YouTube des tutoriels pour faire vous-même votre gel fait maison en ajoutant toujours de l'aloe vera pour protéger et empêcher la déshydratation. À la fin de mes conférences, j'aime toujours donner ce qu'on appelle un take-home message, mais ici, ça sera plutôt un keep-home message, puisque tout le monde est déjà à la maison. Alors, dans le cas où vous n'avez pas la possibilité de faire un dosage sanguin, que pouvez-vous prendre? Eh bien, d'office, les probiotiques peuvent être pris car nous avons tous besoin de probiotiques à un moment donné, donc de faire des cures de bonnes bactéries pour optimiser l'immunité intestinale. Les oméga 3, il y a des grandes chances que nous soyons tous carencés en oméga 3. Et donc faire des cures de gélules d'oméga 3 est toujours bénéfique et d'augmenter votre ration en petits poissons tels que les sardines, les maquereaux et les anchois. La vitamine C, comme il n'y a pas de risque de surdosage, vous pouvez faire des cures sans problème régulières, voire quotidiennes actuellement de vitamine C. Et puis vous pouvez prendre également les complexes dont je vous ai parlé avec le reishi et le shiitake, faire des cures sans problème et alterner les différentes formules. Vous pourrez y ajouter également des gélules de propolis sans aucun problème. La possibilité de faire un dosage sanguin, c'est beaucoup mieux pour optimiser votre vitamine D. Si vous n'avez pas l'occasion de faire un dosage sanguin et que vous n'avez pas pris de vitamine D pendant tout l'hiver, eh bien vous pouvez au moins pendant 4 semaines prendre un dosage de 3 à 5 000 unités internationales par jour. Le magnésium, on peut le doser dans le magnésium érythrocytaire à l'intérieur des érythrocytes, mais si vous n'avez pas la possibilité de le doser, nous avons tous besoin maintenant de magnésium car nous sommes bien stressés et il faut toujours supplémenter en magnésium pour rendre cette vitamine D active. Le zinc à des dosages de 5 à 15 mg par jour ne présente aucun risque de surdosage. Bien sûr, c'est plus facile si on a un dosage dans le sang, mais en attendant ce dosage, vous pouvez éventuellement prendre des doses nutritionnelles de zinc. Le sélénium, il est préférable d'avoir un dosage pour prendre des supplémentations de sélénium, car le surdosage de sélénium peut être mauvais. Les collègues qui souhaitent approfondir toutes ces notions que j'ai évoquées peuvent m'envoyer un email pascal.ep@gmail, car après le confinement, j'organiserai des journées sur le thème de l'application clinique de tous ces principes de supplémentation nutritionnelle et aussi des journées où vous pourrez assister en petits groupes à des chirurgies en direct avec les poses d'implants en céramique. Cela se fera en collaboration avec l'Académie européenne d'implantologie en céramique, l'EACIM, dont je fais partie et je suis membre fondateur. Je termine en vous invitant à méditer sur cette phrase, issue de la sagesse indienne. Les plantes contiennent toute la force de l'univers. Celui qui connaît leurs vertus cachées, celui-là est omnipuissant.
Je souhaite que, grâce à cette présentation, qui j'espère a été suffisamment claire et précise, j'ai pu vous apporter un moyen supplémentaire pour faire face à ce virus et que nous pourrons tous reprendre notre travail en pleine forme avec un système immunitaire au top de top. Et je vous remercie de votre attention.